Nathalie Azizamounana a évalué les dégâts et identifié le besoin. Au total, sont concernés 146 ménages installés à l'Institut Lumumba, 1050 personnes de 170 ménages qui sont provisoirement installés au stade Tata Raphaël. Sur la liste de réponses rapides, il a été relevé la distribution des vivres et non-vivres, l'installation des abris temporaires en partenariat avec le ministère de la Santé, déployer des cliniques mobiles pour prévenir les maladies hydriques et fournir des soins médicaux aux blessés. Les communes les plus touchées par les inondations sont Massina, Limité, quartier Ndanou et Salongo, et la commune de Mongafula, quartier Sebo. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, une riposte efficace repose sur une évaluation rapide, une coordination solide, une réponse immédiate aux besoins de base et une vision à long terme pour réduire la vulnérabilité de Kinshasa aux inondations récurrentes. Inondation dans la partie est de Kinshasa cause intervention du gouvernement, toile de fond du briefing de presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, qui avait à ses côtés 3 membres du gouvernement, à savoir Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures, et Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé. Jacques Kababa nous fait le point. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème inondation dans la partie est de Kinshasa, cause et intervention du gouvernement. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba, a annoncé un bilan provisoire de 30 morts et 20 blessés, tout en saluant la mobilisation des équipes médicales pour secourir les sinistrés. Dans la nuit de samedi à dimanche déjà, nos ambulances circulaient déjà et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, dans leurs habitats. À ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Sur le plan des infrastructures, Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, a évoqué des dégâts majeurs sur la route nationale numéro 1, particulièrement à hauteur de Matadi-Kibala, Mitende et en direction de Kasangulu. Il a également insisté sur la nécessité d'un plan de relogement pour les populations vivant dans les zones à risque. Lorsque vous observez ce phénomène du débordement des lits de la rivière Njili, ça voudrait dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devraient pas y être. De son côté, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a alerté sur l'impact des inondations sur la situation de traitement d'eau de Njili. L'impact sur l'usine de Njili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais à une prise de conscience collective, tout en saluant les gestes posés par la Fondation de la Première Dame qui a offert des outils et autres biens aux sinistrés. Mouyaya Katembwe Patrick a encouragé tout Congolais épris de bonne volonté à emboîter les pas. Lorsqu'il y a des vies humaines qui sont menacées, qui sont en danger et qu'il y a un besoin pour nous d'avoir, parce que l'État il est d'avoir une réponse institutionnelle forte, c'est celle que nous avons donnée et c'est celle que nous allons continuer à donner. On a vu l'intervention de la Fondation de la Première Dame aussi, mais toutes ces choses montrent qu'il y a une volonté de nous assurer que ces compatriotes ne soient pas doublement sinistrés. Le gouvernement promet de suivre de près l'évolution de la situation et d'agir selon l'urgence et la gravité des événements à venir. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la promotion de la jeunesse ainsi que le déroulement des consultations politiques, sujet au centre de discussion entre les conseillers principaux du chef de l'État en matière de sécurité et de la délégation de jeunes parlementaires. Ils sont au micro, encore une fois, de notre confrère Jacques Kababa. Lors de nos échanges avec le conseiller spécial, nous avons parlé notamment de la promotion de la jeunesse, c'est-à-dire de faire en sorte que dans ce nouveau gouvernement d'union nationale, les jeunes soient correctement représentés. La jeunesse est également premier tributaire de l'effort de guerre. C'est les jeunes qui s'enrôlent à l'armée, c'est les jeunes qui font la résistance, qui sont les patriotes Wazalendo, c'est les jeunes aussi qui font la résistance numérique
afin de contrer la désinformation rwandaise. Et ceci, nous voulons faire en sorte que ce gouvernement d'union nationale ne soit pas un gouvernement budgétivore. C'est pour cela que nous avons milité pour un gouvernement avec une taille qui soit pas trop importante. Enfin, nous avons parlé de la cohésion nationale, du fait d'être patriotes dans ces temps sombres. Mais nous avons aussi fait part de notre compassion face à ce que vivent nos populations de l'Est de notre pays, ces populations qui sont actuellement privées de tout. Le réseau des jeunes parlementaires tient à réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l'État dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'agression barbare commise par le Rwanda et le M23. Nous soutenons le chef de l'État dans sa lutte pour l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Je le disais tantôt, vous le savez, les assaillants de l'attaque du Palais de la Nation il y a près d'une année avaient été jugés et condamnés à mort. Ils venaient donc de bénéficier d'une grâce présidentielle qui a transformé leur peine à une prison à vie. Hier, Marcel Malanga et ses compatriotes américains ont été évacués vers leur pays d'origine pour purger leur peine. Le détail dans ce reportage signé jusqu'à Koussema. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bonou Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les a menés dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. À la veille des consultations politiques, quelques membres de l'opposition ont pris part à ces rencontres. Ils ont été reçus par le conseiller spécial principal du chef de l'État en matière de sécurité, suivant cet élément de reportage avec beaucoup plus de détails. Il faut que tout le monde vienne répondre à l'appel du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui a mis les critères, qui verra comment est-ce qu'il va mettre autour de lui des hommes, des femmes capables de donner une impulsion pour que l'ennemi soit bouté dehors. Nous avons quand même apporté notre contribution, nous étant la nouvelle génération consciente. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement de 55 membres à 45 membres du gouvernement. Le ministère en charge du partenariat public-privé pour encadrer les investisseurs. Les ministères en charge de provinces et entités territoriales, c'est-à-dire dissocier au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur reste uniquement avec la sécurité. Nous assumons notre position d'opposant et nous avons apporté notre expertise pour sauver l'État parce que l'air est grave. Nous avons des poches de nos droits partout au Congo. Et donc, s'il faut passer à la refondation de l'État, c'est le point de départ. Chaque fois que nous jetons la balle sur la haine, rien ne va avancer. Nous créons un environnement de méfiance dans la politique du pays. Et cela ne permet pas que les acteurs entrent en jeu pour amener à la paix et à la paix durable. Nos attitudes doivent servir d'abord la guerre pour parer, faire stopper l'ennemi, pendant que on forme des jeunes gens, mais nous mobilisons tous ceux qui peuvent combattre. Nous accompagnons actuellement le chef de l'État
comme ce qu'on a fait avec nous. À la population congolaise d'être tous mobilisés derrière le chef de l'État parce que nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme nationalité. Et même ceux qui changent de nationalité, on les appelle toujours quelle est votre nationalité d'origine. C'est-à-dire même là où vous êtes, lorsque vous avez changé de nationalité, lorsqu'on vous la révoque, on va vous envoyer dans votre pays d'origine qui est la RDC. C'est le moment d'être soudés. Retour du calme au Nord Kivu, la population de Walikale particulièrement a commencé à regagner la cité depuis que cette cité a été libérée par l'armée congolaise et le Wazalendo, comme en témoignent les habitants de cette contrée suivant cet élément de reportage. Walikale centre, dans la province du Nord Kivu, est désormais sous contrôle des forces armées de la République et des volontaires Wazalendo après la débâcle du M23 AFC. La population qui avait fui les affrontements commence à rentrer parce que rassurée par la présence de l'armée loyaliste. Avant l'arrivée des FARDC, nous vivions enfermés dans nos maisons. Quand les FARDC étaient là, nous avons la paix et la tranquillité. Mais quand l'ennemi est arrivé, il a commencé à forcer nos portes et nous étions dans la ville est calme, la sécurité est garantie par les forces armées de la République. Une sécurité intense et permanente, impeccable. La circulation n'est pas menacer la population. Une sécurité qui dépendra des agents de l'ordre afin que la population puisse avoir confiance à eux. Même si certaines rues sont encore désertes, ceux qui hésitent encore à regagner la ville de Walikale ont été rassurés par la présence de FARDC déterminés à reconquérir toutes les zones occupées par l'ennemi. Les Congolais vivant en Afrique du Sud ont organisé une marche de soutien aux institutions de la République et pour dire non à l'agression rwandaise suivant cet élément de reportage. Ils sont venus des 4 coins de l'Afrique du Sud, destination Durban, pour une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé sur tous les fronts pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une marche historique à Durban, en Afrique du Sud, rassemblant de milliers de Congolais vivant dans la diaspora. Tous soutiennent les discussions en cours pour la signature d'un accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Le coordonnateur de l'Union sacrée en Afrique du Sud, révérend pasteur Thomas Kamwend, exprime son désir d'un partenariat renforcé axé sur le développement économique, la sécurité et les droits de l'homme. Soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Cette nouvelle alliance économique représente une opportunité historique pour le développement du pays tout en s'accompagnant d'un soutien diplomatique et sécuritaire pour résoudre les conflits persistants à l'Est. Après avoir traversé les grandes avenues de Durban, les Congolais de la diaspora ont déposé un mémo au consulat des États-Unis à Durban, espérant que leur voix sera entendue. Pour le révérend pasteur Thomas Kamwend, il faut urgemment un soutien international pour améliorer les conditions de vie en République démocratique du Congo. Tous sont derrière les forces armées de la République et les Wazalendo pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tant ça suffit. Notez également que le 15 avril prochain va s'ouvrir à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce extérieur de la zone ZELCAF. Et à Kinshasa, des réunions préparatoires ont eu lieu pour préparer cette rencontre. Le détail avec Eric Kabamba. Concentrés chacun devant son ordinateur, ces experts venus de 54 pays africains, tous membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, vont élaborer, au cours de ces travaux préparatoires, une nouvelle feuille de route. Une feuille de route qui va permettre d'accroître le commerce intra-africain avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le secrétaire général au commerce qui a lancé ces assises a appelé les participants à un travail de fond pour accélérer la concrétisation de ces grands marchés communs au niveau de l'Afrique. Pour Gilles Mouilou, la ZLECAF offre aux pays africains, particulièrement à la RDC, beaucoup plus d'avantages sur les plans économiques.
Dans les relations internationales, parfois nous cédons une partie de notre souveraineté ou une partie de nos intérêts. Mais dans le cas de la ZLECAf, nous allons plus gagner en acceptant justement ce démantèlement, évidemment qui va s'opérer pendant 10 ans. Il nous revient également de faire des choix stratégiques pour voir quels produits pouvons-nous exporter dans quel pays, quels produits pouvons-nous améliorer la qualité, améliorer les standards pour que nos produits soient acceptés au-delà de l'ère du Congo. Donc c'est un grand rendez-vous que nous devons saisir, que nos opérateurs économiques doivent saisir. Ces réunions techniques de ces experts vont se poursuivre toute cette semaine à Kinshasa jusqu'au 15 avril, date prévue pour l'ouverture de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de la ZLECAf dans la capitale congolaise. À la DGI, les directeurs des impôts se retrouvent en un séminaire et la cérémonie a été présidée par le ministre des Finances. Le détail dans cet élément de reportage. Maximiser les recettes par les impôts, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, veut mettre toutes les chances du côté de la Direction générale des impôts. Ces séminaires sur la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde des débiteurs comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 vient à un moment important où les directeurs des impôts récemment promus vont comprendre l'opérationnalisation des nouvelles directions centrales à la Direction générale des impôts. L'occasion a été donnée au DG de la DGI de solliciter au ministre des Finances la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel qui a été décidé de la prise de ses fonctions. Je profite de l'occasion pour présenter mes encouragements aux directeurs provinciaux des impôts du Nord Kivu et du Sud Kivu qui n'ont pas pu jusque-là rejoindre leur poste d'affectation à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Est du pays. Sans ambiguïté, l'Argentine nationale a pris bonne note des préoccupations exprimées par la Direction générale des impôts. Je voudrais rassurer le directeur général des impôts que je procéderai très bientôt à la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel que j'avais prise afin de permettre la réalisation de la mise en place de cadres supérieurs et agents dans les différentes directions de ces services. Le directeur général de la Direction générale des impôts a appelé au sens des responsabilités de tout un chacun à faire preuve de l'esprit d'équipe et de cohésion pour permettre la réalisation de cet objectif budgétaire. Restons toujours au ministère des Finances pour vous dire que le secrétariat général du plan, pilier de la planification nationale, vient d'être équipé en mobilier de bureau pour son rôle central, celui d'élaborer des politiques économiques et sociales du pays, une dotation du projet encore de la Banque mondiale. Des précisions avec notre confrère Rikin Zoseloya. L'enceinte du secrétariat général au plan résonnait d'un air de renouveau, alors que des dizaines de pièces de mobilier flambant neufs, bureaux, chaises ergonomiques, classeurs, armoires et équipements divers étaient livrés, destinés à être installés dans différents services du secrétariat général. Un soulagement palpable pour une administration longtemps confrontée au vieillissement de ses installations et au manque de conditions de travail optimales. La DAF est là pour jouer un rôle très important dans cette migration d'une gestion des moyens vers une gestion budgétaire axée sur les résultats. Ils sont accompagnés dans le cadre du projet encore qui est financé par la Banque mondiale pour d'abord les capacités, pour créer un espace de travail qui va les amener à être performants. Une réforme ambitieuse qui vise à améliorer la performance et la redevabilité de l'action publique. On tient à remercier le gouvernement à travers le ministère des Finances qui ont songé à doter les DAF et particulièrement la DAF du ministère du Plan de ces matériels, ces fournitures de bureaux. Ce mobilier vraiment très important. Les bureaux étaient dépourvus. Il y avait même commencé à faire une rotation parce qu'il n'y avait pas assez de mobilier. Pour les COREF, il ne suffit pas de transformer la structure budgétaire, il faut aussi renforcer les capacités matérielles et organisationnelles des institutions impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Et chaque geste, chaque livraison, chaque projet bien exécuté
rapproche un peu plus le pays d'une gouvernance à la hauteur de ses ambitions. Où en sommes-nous avec la construction des infrastructures sociales de base dans la province de Haut-Ouélé? Devoir de redevabilité, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakamito, a examiné les questions de développement avec les élus du coin. Reportage. Un exercice républicain, une démarche consensuelle qui appelle à l'adhésion des filles et fils du Haut-Ouélé. 8 mois seulement après sa prise de fonction, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé a décliné auprès des élus de sa province et les notables également les actions menées dans tous les secteurs, les perspectives de développement tout en sollicitant l'accompagnement des députés de son entité administrative. Il est impossible de développer la province sans l'appui et l'accompagnement de nos frères et sœurs qui sont ici. Et il est important que nous puissions nous rencontrer pour aller à la cohésion, mais également voir comment nos élus ainsi que les notables peuvent continuer à faire des lobbying pour les questions liées au pont, aux routes. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement de tous, le Haut-Ouélé pourra aller de l'avant. Message qui a reçu l'adhésion de tous. Il sait que notre soutien est inconditionnel. Nous l'encourageons à continuer à travailler dans cet élan pour que nous puissions travailler en parfaite harmonie pour le développement de notre province. Nous en appelons donc à l'unité, nous en appelons à la cohésion de tous les enfants de la province du Haut-Ouélé pour qu'ils se mettent tous dans une même direction pour le développement. Le Haut-Ouélé est enfin sur le chemin du développement. L'approche, comme l'a si bien dit le gouverneur de province, est calquée sur le modèle de politique publique implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons du rapport produit par le ministère de l'Éducation nationale, rapport qui comprend les activités de ce ministère de 2024 à 2025 et les perspectives d'avenir 2025 à 2029. La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Reportage. Bilan et perspectives, c'est l'intitulé du rapport qui contient l'évolution des activités éducatives congolais du 2024 au 2025. La publication officielle de ce rapport a été présentée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Structuré en 4 grandes sections, ce rapport présente une cartographie complète du système éducatif national et revient sur les principales réalisations, entreprises et des difficultés rencontrées au cours de la période couverte et trace les grandes priorités stratégiques pour la période 2025-2029. Si on a pris le temps de faire ce rapport ici, c'est parce qu'on a voulu vous montrer un peu le travail réalisé ces derniers mois, mais surtout de vous donner l'occasion d'imaginer le travail qui va être fait plus tard. Donc c'est un outil de suivi et une aide à la décision. C'est pour ça que l'on a choisi de faire ce rapport maintenant. On doit apprendre à travailler ensemble, mais ce qui compte, et je sais qu'on va compter sur ça, c'est votre engagement à faire en sorte que l'on améliore les choses. Ce document explique sur l'assainissement du fichier de paye des enseignants ayant généré une économie de 11 milliards à Kinshasa. La réception de plus de 400 écoles dans le cadre du PDL 145 territoires, ainsi que l'attribution de plus de 49 000 bourses scolaires à des filles dans les provinces d'Ikassai. Et pour boucler ce journal, la note politique, retenez que l'Union sacrée de la Fédération de la Belgique-Luxembourg a vu le jour le samedi 5 avril dernier. C'était à Bruxelles et c'est dans le but de soutenir la vision du chef de l'État. La cérémonie de sa sortie officielle a été marquée par un échange avec l'ancien ministre d'État belge, André Flao. C'était sur l'agression rwandaise en RDC. Reportage. Préoccupé par la situation politique en général et celle qui prévaut à l'est de la RDC en particulier, les Congolais vivant à Bruxelles ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans la résolution des différentes crises en RDC. D'où la naissance de l'Union sacrée de la Fédération Belgique-Luxembourg, coordonnée par le professeur Omba, qui comprend plusieurs partis politiques phares, ainsi que 2 associations, notamment les Amis de Fachi
et l'union des nécessiteux courageux. C'était en présence de l'ancien ministre de Tabège, André Flao. Lors de cette rencontre, les Congolais de Belgique regroupés dans cette plateforme ont exprimé leur détermination à garder l'unité. Surtout en cette période où la RDC subit une agression par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Le message que je lance à toute la diaspora congolaise de se mobiliser comme un seul homme. Oui, on peut ne pas être d'accord dans les sacrés, mais pour le Congo, on peut se mettre ensemble. Luttons d'abord l'ennemi dehors. De son côté, l'ancien ministre de Tabège, André Flao, a loué les efforts diplomatiques entrepris par le chef de l'État qui ont conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 qui exige un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des zones occupées par l'armée rwandaise. André Flao a en outre encouragé à se mobiliser par des actions de terrain. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Condamné à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles en date du 26 janvier 2025 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le prévenu Marcel Malanga, Taylor Christia Thompson et Zalman ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité. Ils ont été donc évacués vers leur pays d'origine pour purger leurs peines. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la télévision nationale. Merci encore une fois. Au revoir.